Got gun, Hulk left slot, Dixie left, T left, Mercedes, wide chip, Ricky, Fever left, 75, Katie, Omaha. Quick, go ahead. Last play of the game. Who's going to win it? Luck rolling out to the right. Dumps it up to Donnie Avery. Yeah! Goal line. Touchdown. 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 Hello, bonjour et bienvenue à tous dans l'épisode numéro 466 du podcast Touchdown Actu. Mathé, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle preview de la saison NFL. À mes côtés, Raphaël Masmejean est là. Bonjour Raphaël. Salut Alain, salut à tous. Est-ce que ce serait pas ton premier jeudi de la saison? Ben écoute, je crois. Ouais. Oui, non, c'est même sûr. C'est même sûr. Ta première preview. Bon, étant leader des pronos, je me suis dit qu'à un moment, ça serait bien que je vienne donner mes conseils pronos quand même. Parce que, tu viens rattraper tu viens remonter le niveau, quoi. Donc, Raphaël, pas de débat cette semaine, exceptionnellement. Alors, ça ne coïncide pas avec ta venue, mais c'est parce qu'on a eu des matchs à débriefer, des matchs qui ont lieu dans la nuit de mardi à mercredi, donc que nous n'avons pas débriefé dans l'émission de mardi, évidemment. Ensuite, on parlera de la semaine 16, puisqu'elle arrive très vite après la semaine 15. Du coup, il y a qu'une soirée sans match, puisqu'il y a eu mardi. Mercredi, il n'y a pas de match, jeudi, il y a match. Ouais, c'est ça. Donc voilà, tout va très vite en NFL en ce moment. Preview de la semaine 16, donc avec notamment l'affiche Bills Patriots. On commence sans plus attendre. Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com. On commence donc avec les deux matchs de mercredi, donc de la nuit de mardi à mercredi en France. Non, oui, donc c'était les matchs de mardi aux États-Unis. Voilà, je m'y perds dans ce foutoir. En tout cas, Rams 20, Seahawks 10, c'est le résultat. Cooper Kupp à votre service pour les Rams, 9 réceptions, 136 yards, 2 touchdowns. Heureusement qu'il est là, Raphaël. Oui, heureusement qu'il est là dans cette attaque des Rams, même si pour le coup, il y a aussi Sonny Mitchell qui fait pas un mauvais match au sol, qui a quelques courses intéressantes. Mais oui, on voit bien quand même que Stafford a besoin de se reposer sur Cooper Kupp, que c'est vraiment sa porte de sortie quand ça va un peu mal, quand le jeu a du mal quand il a du mal à enchaîner les passes, etc. Il y a toujours Cooper Kupp qui arrive à sortir de sa boîte, à se démarquer. Donc, ils en ont besoin et à l'heure actuelle, c'est même quasiment leur joueur le plus important offensivement parce que tu te dis que sans Cooper Kupp sur le terrain, ça serait quand même pas la même histoire, même avec Matthew Stafford, tu vois. Ah ouais, non, 2 touchdowns pour lui en deuxième mi-temps pour faire la différence. Pour le reste, en effet, en dehors de Sonny Mitchell qui est à 92 yards au sol, donc c'est vrai que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas eu des coureurs productifs. C'était un échange en plus avec les Patriots, Sonny Mitchell, donc ça commence à payer, mine de rien, il gagne 123 yards au sol. Mais c'est vrai que ça manque d'options derrière Kupp dans les airs, parce que Odell Beckham, pour l'instant, c'est toujours qu'un ballon pour 7 yards. Et au final, les meilleures cibles derrière Cooper Kupp, c'est Ben Skorvonek, j'espère que j'écorche pas trop, avec 4 réceptions, et Van Jefferson avec 2. Je suis désolé pour Ben Skorvonek, mais je ne voyais pas comme une star, quoi, si tu veux, avant le match. Non, c'est sûr. Ça a du mal McVay, pour le moment, a du mal à trouver la solution pour remplacer Robert Woods. Van Jefferson, donc en deuxième année, émerge pas encore totalement comme un vrai numéro 2. Odell Beckham prend pas vraiment encore ce rôle de numéro 2. Donc forcément, c'est un peu plus compliqué. Ça manque aussi peut-être de poids au poste de tight end. Donc du coup, voilà. On a une attaque un peu plus limitée que ce qu'elle pourrait l'être sur le papier et ce qu'on imaginait peut-être du point de vue aérien en tout cas. Ouais. Après, en face, il y avait quand même une défense des Seahawks qui est un peu meilleure qu'Andre Diggs notamment. Ancien Lions comme Stafford d'ailleurs, qui l'a encore intercepté. Il y a des progrès en défense du côté de Seattle. Oui, il y a quand même des progrès sur cette saison du côté de Seattle. On est loin du niveau cataclysmique annoncé par beaucoup pensé à l'intersaison à juste titre, parce que c'est une défense qui manquait de talent, tout ça. Et les gens voyaient cette défense être le poids mort de Seattle. Et finalement, quand on regarde cette saison, certes, ils encaissent beaucoup de yards, mais ils sont 4e au point encaissé. Ils encaissent 20 points de moyenne. Donc, la défense fait son taf. Et ce à quoi personne ne s'attendait, c'est que ce soit l'attaque le poids mort de Seattle. Et c'est presque rageant d'ailleurs pour les fans de Seattle, parce que tu te dis que si tu avais ne serait-ce le niveau de l'an dernier offensivement, avec cette défense-là,
les playoffs étaient largement atteignables. Et là, c'est ce à quoi personne ne s'attendait, c'est Russell Wilson qui craque complètement. Ouais, mais la stat que tu as donnée est dingue. Ils prennent quasiment 400 yards par match, mais ils prennent que 20 points. Ouais, parce que ça défend bien en red zone, ça sait faire le taf. Voilà, enfin, c'est. La défense des Rams a aussi été très solide quand même. Premier sac pour Von Miller, des bons matchs pour Jalen Ramsey et Aaron Donald. Mais tu le disais, il y a aussi une attaque des Seahawks en face qui est quand même en lambeaux, quoi. C'est plus seulement la ligne, là. Non, c'est plus que la ligne. Effectivement, c'est pas que la ligne. Il y a un Russell Wilson qui est complètement perdu depuis son retour de blessure. Le play calling est assez désastreux également. Tu as des receveurs, Metcalf qui a du mal à confirmer, Lockett qui pâtit un peu de la faiblesse de Russell Wilson. En plus, là, sur ce match, ils ne sont pas aidés par quelques calls d'arbitrage qui les aident pas trop, mais ouais, c'est l'attaque. Donc, en tout cas, le nouveau coordinateur offensif n'a pas su amener un souffle nouveau dans cette attaque. Donc, ça pose beaucoup de questions quand même pour l'intersaison pour Seattle. Oui, et c'est leur première saison en négatif, donc avec un bilan avec plus de défaites depuis 9 ans. Donc, ça peut aussi sonner un réveil et des changements à venir pendant l'intersaison, parce que clairement, ce n'était pas les objectifs du côté de Seattle. Eagles 27, Washington 17. Garrett Gilbert était le quarterback de Washington sur ce match, parce qu'il y avait beaucoup d'absents pour cause de Covid. Ils ont mené 10-0 quand même, alors surtout grâce au ballon perdu par Philadelphie. Et puis, les Eagles ont démarré le rouleau compresseur. Je crois que c'est leur 8e match de suite à plus de 175 yards au sol. C'est une première depuis les années 80, quelque chose comme ça, si j'ai bien vu passer. Victoire logique, ils sont aux portes des playoffs. Est-ce que finalement, ça pourrait être un qualifié surprise? Ça peut être un qualifié surprise, effectivement, parce qu'ils ont ce jeu au sol qui les porte clairement. Ils minimisent de plus en plus les erreurs de Jalen Hurts, parce que par exemple, l'interception, c'est vraiment pas de sa faute. La balle rebondit sur le talon de son joueur. Bon, c'est dur de lui compter comme une erreur. C'est assez incroyable, hein, d'ailleurs. C'est limite aile de pigeon pour la remonter dans le dos du défenseur. Quoi. Enfin, clairement, celle-là, j'en ai pas vu beaucoup des comme ça. Donc oui, non, ça marche très très bien offensivement grâce à ce jeu au sol et cette ligne offensive qui, en tout cas, sur l'aspect ouverture de brèche, est assez impériale. Même en défense, hein, on a un Darius Slay qui fait une énorme saison. On a des joueurs, pas mal de joueurs intéressants. Donc, moi, je trouve qu'ils ont la bonne dynamique pour aller en play-off. Ils rencontrent encore des adversaires de NFC Est. Donc, bon, c'est des matchs toujours un peu couperés, mais qui peuvent aller chercher. Et je trouve que leur nouveau coach a progressé et l'avenir s'annonce avec 2 choix au premier tour l'an prochain. Même 3, non? 3 peut-être même, ouais, tu as raison, c'est peut-être 3. Ouais. Donc, tu vois, je me dis, s'ils ont un groupe porte des playoffs et que l'an prochain, ils arrivent à le renforcer avec 3 joueurs de premier tour, c'est quand même une équipe qui, là, peut vite se remettre sur les bons rails rapidement, quoi. Pour l'instant, ils ont les choix 11, 12 et 23 du premier tour. Ouais, tu vois, si tu arrives à trouver 3 joueurs d'impact à l'intersaison avec ça, Philadelphie l'an prochain peut vite aller encore plus loin que juste se qualifier en playoff, quoi. Ouais, et puis si tu as même un mec qui te plaît vraiment un peu plus haut dans le premier tour, ça donne de la flexibilité. Plaisir. Enfin, non, ça peut être pas mal. Et puis, tu le disais, j'ai dit plus de 175 yards pour l'attaque au sol, c'est 238 sur ce match. Donc, clairement, il gagne sur les lignes. Match plein parce que Jalen Hurts, tu le disais, il est en progrès. Moi, je suis déçu parce que je voulais une petite polémique avec Gardner Minshew et tout ça. Mais il faut forcer de constater que voilà, Jalen Hurts, 20 sur 26, 296 yards, un touchdown, une interception qui n'est pas pour lui. Match très propre, il fait pas de mal à cette équipe. C'est l'essentiel. Effectivement, c'est l'essentiel. La seule question forcément qui va rester autour de Hurts, c'est dans le match où leur jeu au sol va être bloqué, est-ce qu'il a passé le cap qui permet que le jeu aérien porte l'équipe? Ça, à mon sens, on ne l'a pas encore vu cette saison. En tout cas, il a les armes parce que Devonta Smith, c'est bon aussi. C'est de plus en plus intéressant, je suis d'accord. Il commence à avoir les armes, il en aura peut-être encore plus dans l'avenir, mais disons que par rapport au début de saison où on ne savait pas trop où les Eagles allaient, on se posait des questions. Ils ont bien redressé la barre et clairement, si leur plancher cette saison, c'est être aux portes des playoffs, c'est quand même pas mal pour une première année avec le nouveau coach. Clairement, et puis on n'en a pas beaucoup parlé, mais leur défense a mis la pression sur Gilbert sur 51,5% de ses tentatives de passe. Donc, pareil, est-ce que c'est la ligne de Washington qui était en galère ou est-ce qu'il y a un vrai atout qui est en train de naître du côté de Philadelphie? Bon, il y avait des absents, Brandon Scherff n'était pas là aussi. Effectivement, tu avais une ligne un peu pas décimée, mais amoindrie du côté de Washington. Donc, ça aide forcément. Et je pense que c'est plus facile de mettre la pression sur un quarterback comme Gilbert qui n'a pas joué depuis des années et qui
on va dire, sent un peu moins le coup venir qu'un quarterback qui enchaîne les matchs. Mais quoi qu'il arrive, la défense de Philadelphie fait son taf, ils arrivent à mettre la pression. Donc, c'est plus la grande ligne défensive de Philadelphie l'année où ils vont au Super Bowl. Fletcher Cox est plus aussi fort qu'avant, Barnett, tout ça, mais ça fait encore le taf. Non, il y a des choses vraiment intéressantes. Et comme tu disais, même si ça ne fait pas playoff, et il y a des chances que ça le fasse, parce qu'ils jouent Washington, Giants et Cowboys, ce qui est quand même pas, hors de portée. Il y en a deux qui sont clairement favoris. Et Cowboys, sur un match, on sait très bien ce que ça peut donner dans cette division. C'est ça. Donc, les playoffs ne sont pas hors de portée, quoi. Ils pourraient finir à, du coup, 17, puisqu'ils sont à 7-7. Allez, on va dire déjà un 9-8. Ouais, c'est pas mal. Ce serait déjà bien, hein, surtout vu le départ de l'année, parce qu'ils étaient partis très très mal. Ouais. J'ai plus le total exact du bilan, mais ils étaient très très mal partis, parce que je te parle des 3 choix de draft. À un moment, ils en avaient 3 dans le top 10 avec le leur, parce qu'ils avaient les Jets et les Seahawks, je crois. Donc, Ouais. Oui, Jets ou effectivement, Dolphins, ouais. je sais plus. Oui, tu as raison. Mais tu vois, alors, je l'ai devant les yeux, ils commencent par 1, 2, 3, 4, 5. Ils étaient à 2 victoires pour 5 défaites au début de. Ouais, donc ça saison. bien, ils se sont bien Voilà. repris, quoi. Ouais, non, ils sont vraiment très bien repris. Donc, c'est vraiment un des points positifs de la semaine, c'est Philadelphie. Nous, on passe maintenant à la semaine 16 parce que c'est juste demain, en tout cas dans la nuit à venir. L'affiche de la semaine 16, c'est la réception des Buffalo Bills par les New England Patriots. Ce sera dimanche à 19h. Choc de la semaine en AFC Est et probablement en AFC en général. Les Patriots donc, qui reçoivent. New England a gagné le premier match entre les deux équipes il y a 2 semaines sur le score de 14-10. Mais c'était un match très particulier avec énormément de vent. Les Patriots avaient gagné avec 222 yards au sol et en lançant seulement 3 passes. C'est le fameux match quand même au seulement 3 passes. Les Bills, alors on reste quand même sur le sol. Les Bills ont autorisé plus de 100 yards au sol sur 4 de leurs 5 derniers matchs et les Patriots, ça doit courir. Est-ce que ça reste la clé de ce match au final, Raphaël? C'est une des clés forcément, surtout si Buffalo veut pas retomber dans un faux rythme où ils se font totalement dominer au sol et courent un peu après le score. Maintenant, ce qui m'interroge là-dessus côté Patriots, c'est quand même l'absence ou non de Damian Harris, leur coureur. J'ai trouvé quand même cette semaine, on a vu qu'il n'a pas joué et quand il n'est pas là, le jeu au sol de New England n'est quand même pas tout à fait le même. Stevenson, tout ça, c'est moins fort. Donc pour moi, c'est aussi un des éléments, c'est que je vois moins New England s'imposer au sol sans Damian Harris comme ils ont pu le faire il y a 2 semaines. Donc bon. Pour l'instant, on n'a pas vraiment d'infos sur la suite de Damian Harris. Il était out la semaine dernière. Je suis en train de voir s'il y a... Non, il n'y a pas de... Non, je n'ai pas vu. Je vérifie au passage parce qu'il est dans ma fantaisie, si tu veux. Je me disais, bon, on sait jamais, un dernier espoir. Bon, donc oui, non, mais en effet, ça change beaucoup de choses. Ils ont eu un peu plus de mal, même s'ils trouvent toujours des ressources. Mais voilà. Après, ça va être je trouve intéressant au sol des deux côtés parce que les Bills ont tenté de courir un peu plus ces dernières semaines. Et je les trouve, évidemment, c'est de la palissade, mais je les trouve bien plus dangereux quand ils sont équilibrés. Et voilà, je trouve que ça semble être une bonne idée aussi pour eux. Est-ce qu'ils vont réussir à le faire face à New England? C'est autre chose. Mais je pense que le sol, ça va vraiment être une des clés de ce match. Pour les Patriots, c'est obligatoire, je pense. C'est ça. Ouais. Pour les Bills, ce serait quand même un plus appréciable. Ouais, bien sûr, parce que ça permet de sortir d'une attaque unidimensionnelle juste aérienne. C'est sûr que c'est plus intéressant pour Buffalo de pouvoir courir avec Singletary. La semaine dernière, les Patriots ont pris cher au sol face aux Colts, mais parce que les Colts ont une excellente ligne offensive et un Jonathan Taylor. Je ne vois pas le jeu au sol de Buffalo à ce niveau-là. Donc, je pense qu'ils vont avoir un peu plus de... Enfin, je ne les vois pas exploser les Patriots au sol, mais ne serait-ce avoir ces quelques courses qui font un peu la différence, gagner des first down comme ça peut aider parce que sur le dernier match, il y a 2 semaines, Josh Allen était un peu tout seul à courir, donc ça serait quand même pas plus mal de l'aider à ce niveau-là. Mais après, les Bills sont extrêmement difficiles à juger et si tu veux un exemple de ça, je crois qu'il y en a un qui est assez criant, c'est qu'ils n'ont pas gagné 2 matchs de suite depuis octobre. C'est-à-dire que leur dernier match, donc si je remonte la semaine dernière, c'était victoire et avant, c'était défaite, victoire, défaite, victoire, défaite. Oui, non, mais c'est l'irrégularité dont on parle depuis plusieurs semaines, effectivement, du côté de Buffalo. Quel visage on va avoir On va avoir d'eux sur ce match-là. Et ils sont extrêmement difficiles à juger, d'autant plus que même un Josh Allen, par exemple, statistiquement, si tu regardes 31 touchdowns pour 12 interceptions, bon, c'est honnête, mais c'est vrai que d'une semaine à l'autre, d'un carton à l'autre presque, c'est dur de juger Josh Allen, je trouve, cette année, quoi.
Oui, c'est dur parce qu'effectivement, il n'a pas la régularité de l'an dernier. Donc, on se re-questionne un peu sur son réel niveau. Après, comme tu dis, statistiquement, c'est quand même pas si mal hein, comme saison. Mais oui, je pense que c'est ce côté, on attendait tellement que les Bills dominent cette AFC Est et peut-être même plus globalement l'AFC de manière générale et que Allen continue un peu sur sa lancée, que on est tous un peu perturbés, on va dire ça comme ça, par le niveau affiché. Et on ne sait pas vraiment ce qu'on a. Maintenant, je m'avance un peu du coup, mais je pense que quand même, cette attaque de Buffalo, enfin ce qu'on en voit depuis le début de saison, reste un peu au-dessus de celle des Patriots, un peu plus de qualité pour faire la différence. Donc voilà, et je pense vraiment pas qu'on va se retrouver dans le même scénario qu'il y a 2 semaines avec seulement 3 passes lancées par les Patriots. Et surtout, avec le vent, tout ça, Buffalo n'avait pas pu déployer tout son jeu aérien comme il le souhaitait. Là, a priori, ils vont pouvoir le faire. Et au final, il y a 2 semaines, ils ne sont pas si loin que ça au score Buffalo. Donc, je me dis que là, dans un match où ils vont pouvoir un peu plus jouer de manière sereine dans le jeu aérien, je m'attends à ce que ça se passe quand même mieux qu'il y a 2 semaines. Ouais, non mais oui, je suis aussi un peu là-dessus. Ça va être un bon test pour la défense des Patriots, mais je pense qu'en effet, sur un match dans une configuration plus classique, surtout en ayant perdu le premier, surtout avec l'enjeu, je vais aller sur les Bills à l'expérience. Ouais. Donc pour toi aussi, si je comprends bien. Ouais, moi aussi, les Bills, et d'autant plus si. Par contre, clairement, pour eux, la clé, c'est de stopper le jeu au sol des Patriots parce que derrière, ça forcerait Mac Jones à lancer, ce qu'il n'a pas beaucoup fait cette saison. On ne lui a pas donné beaucoup de matchs où il devait prendre tout en main. Donc, pour eux, c'est le but. De toute façon, c'est de mettre la pression sur le quarterback rookie. Pas de... Eh bien, les Bills pour tout le monde, des pronostics. Il en sera encore question juste après ce jingle, puisqu'on passe au prono de la semaine. It's time, baby! Make it special tonight! Make tonight special! It's our night, and it's our division. It's our time to go win it. We're gonna start fast and finish strong. Yes, sir. Here we go. Work on three. 1, 2, 3, work! Le leader des pronostics nous a donc rejoint pour cette émission du jeudi, Raphaël. Là, c'est l'homme à écouter. Alors, attendez, je peux vous donner des stats très précises parce que maintenant, on est comme la NFL. Vous écoutez un homme qui est à 66,5% de bons pronostics depuis le début de l'année, donc 2 sur 3. Tu as 2 tiers des matchs bons. La semaine dernière, mine de rien, c'est moi qui fais la meilleure semaine. Ah non, égalité avec Victor, tiens. Comment il a chippé ce point? Je pensais que j'avais. Mais ouais, je croyais que j'avais un point de plus que lui. Bref. 13 points pour Victor et moi, 12 pour Lucas et Raphaël, 11 pour Raoul et 10 pour Grégory, qui visiblement paye d'avoir un petit peu chambré Lucas sur sa dernière place ces derniers jours parce que ça se rapproche. 137 pour Lucas, 139 pour Grégory, 143 pour Victor, 144 pour Raoul, 146 pour moi-même et 149 pour Raphaël. Donc j'avais 4 points de retard. Je pensais que j'en avais 3. Ah oui, j'en avais 4. Oui, non, mais maintenant, j'en ai plus 3. Ouais. Je pensais que j'en avais 3 avant la semaine. Bon, il m'en reste 3, mais là, on a le temps. On est tranquille. Il y a les playoffs qui arrivent et tout. Il ne faut pas paniquer. C'est ça la clé. Les pronos. Donc, attention, encore un programme large. Il y a des matchs le samedi. En plus, avec Noël et tout ça, on est tous un peu embrouillés. Donc, attention à vous. Je vais éternuer, je crois. Non, ça va. Excusez-moi. J'ai un peu la crève. C'est Noël. 24 décembre, donc Titans 49ers, 2h20 du matin. Ça, c'est le traditionnel match du jeudi, dans la nuit du jeudi au vendredi en France. C'est le dernier de l'année d'ailleurs. Dernier Thursday Night Football de l'année. AJ Brown qui est sorti de la liste des blessés, mais pas sûr qu'il soit prêt pour ce match. Julio Jones, par contre, apparemment, est déjà remis de sa blessure aux ischios de la semaine dernière, donc il devrait être joué dans ce match. Ça, c'est les bonnes nouvelles pour les Titans. Après, moi, j'ai du mal à voir comment ils battent les Niners avec une attaque si faible en ce moment. Ouais, c'est dommage, ça aurait presque pu être un joli choc, 49ers Titans avec 2 effectifs complets, on aurait pu avoir une belle bataille. Là, ça va être un peu moins le cas, effectivement, avec cette attaque diminuée, surtout que si je me trompe pas, il me semble avoir vu quand même que les Titans ont mis ou viennent de mettre sur la liste Covid Taylor Lewan et Roger Saffold. Oui, c'est vrai. Ça fait 2 linemen titulaires. Ouais. Face au pass rush de San Francisco, alimenté par Nick Bosa. Et en plus, du coup, quand j'ai trouvé là, enfin, San Francisco est 10e dans le top 10 des sacs mis. Les Titans sont 6e dans les sacs pris. Leur tackle droit, Queensbury, a déjà autorisé 11 sacs sur le côté droit cette saison. Donc, je me dis que Nick Bosa va aller manger sur Tannehill toute la soirée.
Donc, pareil, je ne vois pas très bien par où s'en sort Tennessee sur ce match. Oui, non, moi c'est pareil, je vois pas le scénario en fait. Donc je vais dire les 49ers. Sachez que Grégory a pris les Titans. Bah écoute, il va continuer à se faire rattraper. Je dis ça. Voilà. C'est le seul qui a pris les Titans pour l'instant. Il nous manque juste le prono de Lucas. Je vous le donne quand il y a vraiment des pronos qui sortent du lot. Samedi 25 décembre à 22h30. 22h30? Je pensais que c'était 23h. Bon, même moi, je m'embrouille maintenant. On va dire 22h30. Au pire, vous serez en avance. Donc, 25 décembre à 22h30. Donc, c'est ce samedi, Packers-Browns. Bon test quand même. Alors, j'allais dire, non, bon test face à la défense des Browns qui est 5e sur les yards autorisés. Mais il y a Myles Garrett qui est en Covid, non? Ouais. Donc, Ou blessé peut-être même. Je sais plus ce que c'est. Oui, mais je me rappelle avoir mis il y a... Myles Garrett dans le petit déj, mais je sais plus. C'est une blessure, pourquoi. c'est une blessure. Je sais plus exactement laquelle, mais c'est pas un truc très grave, hein, mais c'est quelque chose qui fait qu'il y a des doutes sur sa présence C'est ça. Il est samedi. incertain à cause d'une blessure. Ouais. Déjà avec Myles Garrett, je voyais pas très bien comment dire Cleveland l'emporte, sauf énorme match au sol où il domine totalement dans les tranchées et que Nick Chubb tient la balle pendant 48 minutes sur 60. Grosso modo, c'est un peu le seul scénario dans lequel, à mon avis, ça pourrait passer. Mais comme je vois pas ça arriver, en plus, et que Green Bay défend pas si mal que ça la course, enfin, sur ce qu'on voit depuis le début de saison, Green Bay est plus fort partout. Donc, Green Bay me semble être le choix sûr. et j'allais te dire avec un Aaron Rodgers qui ressemble de plus en plus au MVP de la saison. Ouais. Je pense que on s'y dirige, hein, vu la physionomie du Buccaneers de la semaine dernière et comment les Packers montrent en puissance. Ouais, pour moi, oui, c'est vrai que le quarterback est tellement une avance là-dessus. Pour moi, je suis en la fin de saison des Colts. J'aurais bien vu la petite cote Jonathan Taylor remonter, mais ça serait sympa, hein, mais bon, faudrait qu'il explose encore 2-3. Enfin, faudrait qu'il mette quelques touchdowns de plus et quelques yards de plus pour. Faut qu'il passe les 2 milliards, faut qu'ils aillent en playoff et faut que. Ouais, ça fait beaucoup, hein, je dis pas le contraire, mais bon. Bon, on a dit donc les Packers pour Packers. tout le monde. Ouais. Dimanche 26 décembre à 2h15 parce que c'est dans la nuit de samedi à dimanche. Donc voilà, samedi soir hein, si vous préférez, mais donc à 2h15 du matin. Cardinals, Colts, ça aussi c'est une belle opposition. Opposition de style d'ailleurs, puisqu'il y a moins de coureurs en ce moment du côté d'Arizona. Les Colts, c'est total au sol. Et les Lions leur ont fait du mal au sol aux Cardinals. Oui, c'est clairement l'inquiétude sur les 6 derniers matchs là, d'Arizona, on va dire depuis que ça se passe un peu moins bien. En moyenne, ils prennent quand même 121 yards au sol par match, 4,5 yards par portée. Ils sont dans les 10 dernières équipes de la ligue sur ces stats-là. Du coup, forcément, face à un Jonathan Taylor qui arrive, qui est en feu, la ligne offensive des Colts qui est en feu, tu te dis que, Indianapolis, de toute façon, ça va être la recette, elle est simple pour Indianapolis, c'est imposer son jeu au sol et Jonathan Taylor. Ils ont la possibilité de le faire face à Arizona et je les vois bien réussir à le faire parce que même si Carson Wentz n'a pas beaucoup à lancer, parce que la défense aérienne des Cardinals est plutôt bonne, mais en fait, ils ne demandent pas à Wentz de lancer. Donc, pour moi, c'est même pas tant un facteur X ou une clé du match. Vraiment, ça reste la clé du match, ça reste Jonathan Taylor. Et ce que je vois des Cardinals depuis plusieurs semaines, je les vois, enfin, je les sens pas stopper Jonathan Taylor, en fait. Oui, non, mais ça se défend. Moi, c'est aussi pour ça que je prends les Colts. La défense est un peu moins mordante d'Arizona. Donc, et cette attaque manque aussi de jus. Donc, parce que la défense des Colts, c'est quand même hyper opportuniste. Donc, ouais, c'est ça. Et effectivement, pour Arizona, il faudrait réussir à retrouver un peu de jus en attaque pour suivre le rythme. Mais de ce qu'on voit depuis 2 semaines, c'est pas le cas en attaque. Donc, entre une attaque qui va pas très bien depuis 2 semaines, une défense dont la faiblesse est la course, quand tu affrontes les Colts qui sont chauds bouillants, non, mais... ouais, Indianapolis, quoi. Allez, Colts pour tout le monde, sauf Victor dans la rédaction pour l'instant qui prend les Cardinals. Falcons, alors là on passe au dimanche à 19h, le classique, dimanche à 19h, Falcons, Lions. Alors je sais que les Lions sont gagnés, mais on va peut-être pas s'emballer, non? Parce que d'autant que c'est le genre de match que les Falcons gagnent en l'occurrence. C'est vrai, depuis le début de saison, c'est exactement ça avec Atlanta. Ils battent les plus faibles qu'eux ou les équipes à leur portée et perdent contre les autres. Je suis assez d'accord, faut peut-être pas s'emballer parce que malgré tout, en termes de talent, malgré les victoires, ça manque quand même de talent du côté de Détroit. Atlanta semble en avoir un peu plus, donc je vais aller avec les Falcons.
Maintenant, on a vu aussi les Falcons des fois se louper. Hein, donc, je tombe pas de ma chaise si Détroit va le chercher celui-là. Tu vois. Ouais, ce qui me fait peur, moi, c'est le pass rush ridicule en fait d'Atlanta, qui a que 16 sacs cette année et qui est de loin dernier. Et donc, les Cardinals n'ont pas mis de pression sur les Lions la semaine dernière. Ils l'ont payé cher. Ouais, surtout que la ligne offensive des Lions, c'est bon, hein, avec Ragno, avec Sewell. Enfin, je veux dire, il y a des joueurs de qualité. Hein, donc, c'est ça. Donc, partant de là, en effet, il y a des possibilités d'avoir à craindre pour les Falcons. Après, j'ai du mal à m'enthousiasmer sur les Lions, à dire 2 fois de suite, etc. donc, sur ce principe-là, moi, je vais rester sur les Falcons. Falcons pour toi aussi, hein, tu avais dit. Ouais. Panthers, Buccaneers, retour d'Antonio Brown. Pour Tampa, on fait un petit point. Chris Godwin, c'est fin de saison. Léonard Fournette, c'est fin de saison régulière, mais il pourrait revenir. Le'Veon Bell a été signé. Mike Evans ne s'entraîne pas encore. Et Lavonte David, si je ne dis pas de bêtises, je crois que ce serait plutôt un deal aussi fin de saison régulière, mais pourrait revenir pour les playoffs. Ceci étant dit, en face, il y a un retour à craindre, celui de Sam Darnold. À craindre pour qui, du coup et qui va alterner avec Cam Newton, qui reste titulaire. Ce qui est quand même ça aussi une drôle d'info. Ouais, bah écoute, vu la gestion des quarterbacks cette saison par Matt Rule, pourquoi pas, tu vois. S'il n'en fait pas jouer 2 par match, il fait un malaise. C'est quoi le délire? En fait, je comprends pas à chaque fois de dire pour déstabiliser la défense adverse. Genre, oh mon Dieu, qui on va jouer? Oh mon Dieu, on doit préparer à la fois pour Cam Newton et Sam Darnold. C'est vraiment, oui, c'est vrai que. Attends, ça te fait peur, comme hein. ça. Non, mais ça sent le match rebond pour Tampa. Oui, ça sent le match rebond. Clairement pour Tampa, Tom Brady, 3 fois dans sa vie, il n'a pas marqué de points, ça va pas lui arriver une 4e fois. Oui. Donc, bon, et encore moins 2 fois de suite. Donc, oui. Et de toute façon, la défense de Tampa, même sans Lavonte David, qui est un joueur très, très bon et très important, la défense de Tampa, de toute manière, pour moi, a toutes les armes pour bloquer l'attaque de Carolina. Et quoi qu'il arrive, même sans ses armes, Tom Brady marquera suffisamment de points. Donc, Tampa Bay, quoi. Moi, j'allais te dire, ça va pas lui arriver souvent, d'autant plus que là, à mon avis, il va récupérer quelques ballons bien placés. Tu vois, genre la défense va en arracher 2-3. À mon avis, il va en récupérer 2-3 en terrain adverse sur cette soirée-là. Donc, Tampa pour tout le monde. Bengals, Ravens, très important dans une AFC Nord ultra serrée. J'ai l'impression que les Bengals, ce match-là, je regardais un peu les pronos, c'est assez divisé dans la rédaction. J'ai l'impression que les Bengals sont plus forts par séquence, mais moins réguliers et moins bien coachés qu'une équipe comme les Ravens. Oui, moins bien coaché. Ouais, je suis assez d'accord avec toi là-dessus. Je pense qu'il y a aussi une question d'expérience. Hein. C'est pas non plus étonnant que Zach Taylor, après 2 ans, soit pas du niveau d'un John Harbaugh, tu vois, sans préjuger de ce que Taylor deviendra. Mais je te rejoins là-dessus. Et tu vois aussi. Ça fait un match très difficile à pronostiquer, en fait. Ouais, c'est assez dur à pronostiquer parce qu'en plus, j'ai encore du mal psychologiquement à me dire que les Bengals vont battre 2 fois les Ravens sur une saison, 2 fois les Steelers. Je suis pas encore psychologiquement prêt à ça. Après, d'un autre côté, Cincinnati joue et survit en attaque notamment par ses big plays. Et là, quand je vois comment Baltimore a du mal à mettre la pression sur les quarterbacks adverses, je me dis que Joe Burrow va avoir ce temps pour aller chercher des chases en profondeur, des Boyd, des Higgins. Donc celui-là, je le trouve vraiment pas facile. Alors, moi, je te donne un autre élément qui me fait pronostiquer les Bengals, c'est que c'est probablement l'équipe la moins touchée par le Covid actuellement, donc qui travaille le plus sereinement et le plus dans la continuité. Ils ont qu'un seul joueur sur la liste Covid. Et c'est parce que j'ai vu que Joe Burrow a dit qu'il n'y avait pas grand-chose à faire à Cincinnati, du coup, les mecs restent à la maison. C'est ça. Et donc, du coup, oui, c'est d'ailleurs Chad Ochocinco, ancien des Bengals, qui a renchéri sur Twitter en disant il a tort, il y a un bon McDo et un bon Starbucks. Genre, il a cité 3 trucs, je sais plus c'était quoi le 3e truc. Mais oui, du coup, il y a ce truc-là parce que les Ravens, il y a quand même énormément d'absents, de blessés. Mais ils s'acrochent. Quand tu les vois contre Green Bay la semaine dernière, le match qu'ils font, tu te dis Cincinnati, c'est pas le niveau de Green Bay, donc est-ce qu'ils peuvent pas aller. Non, mais celui-là, moi, je le trouve vraiment très, très dur. Mais c'est pour ça aussi que je te dis qu'il est dur à pronostiquer. Hein. Attention, avec John Harbaugh, ils sont quasiment tout le temps dans le match, quoi. Donc, je vais aller sur les Bengals, mais... Ouais, je comprends. Pareil, voilà. je vais aller sur Cincinnati parce que même si j'ai du mal à aller, comme je disais, psychologiquement, je me dis, il y a encore l'effet grand frère. Mais il y a en fait, j'ai peur que les Ravens perdent la bataille des lignes
Et pareil, que la ligne offensive de Baltimore, avec ses absences, se fasse un peu manger par Trey Hendrickson, tout ça, que ce soit compliqué. Donc, je vais aller sur Cincinnati. Allez, et on ne sait toujours pas si Lamar Jackson va jouer, parce qu'ils sont toujours pas à cause de sa cheville. Texans Chargers, les Chargers sont largement favoris a priori. J'aime bien Davis Mills, je l'ai dit dans l'émission de mardi, mais quand même. Voilà, là c'est un peu compliqué. Il y a beaucoup plus de talent à peu près dans tous les secteurs de jeu, en attaque, en défense, sur les lignes, sur tout ce que vous voulez. Donc Rashawn Slater, Justin Herbert, Pro Bowler, d'ailleurs annoncé dans la nuit de mercredi à jeudi. Mais oui, là je pense que c'est un pronostic assez simple, malheureusement pour les Texans. Chargers, effectivement, Chargers. Je ne vois pas très bien le scénario qui permet aux Texans d'aller le chercher, celui-là. Vikings, Rams. Alors là, des scénarios, il peut y en avoir plein. Puisque c'est les Vikings qui jouent, ça va être un beau match ça va être un beau match en plus parce que les Vikings vont se mettre au niveau, ça on est sûr. Ils ont le plus gros pass rush de la ligue cette année, 44 sacs cette année. Donc finalement, est-ce qu'ils sont... C'est un match qui est intéressant parce qu'il y a beaucoup de force contre force. Enfin, en tout cas, le pass rush, ça va être intéressant de voir comment Matt Stafford le gère. Les Rams sont plutôt solides contre la course et il y a Dalvin Cook en face. Donc, il y a beaucoup de problématiques intéressantes pour les coachs notamment et de voir comment ils vont régler ces problèmes-là. J'avoue que voilà, j'irai sur les Rams parce qu'ils sont plus haut dans le classement, etc. Mais typiquement, avec les Vikings, c'est un de ceux-là qui peuvent aller chercher. Oui, comme tu dis, ils ont cette capacité à aller chercher les équipes un peu meilleures qu'eux parce que dans un match, ils arrivent à trouver les clés. Mais pareil que toi, je vais quand même malgré tout aller sur les Rams parce que je pense que Cooper Kupp risque de s'amuser encore une fois sur ce match. Enfin, les cornerbacks de Minnesota sont pas au niveau cette saison et je vois pas très bien qui va aller embêter Cooper Kupp. Donc, à mon avis, Stafford va encore une fois pouvoir se reposer sur lui. Donc, je vais donner l'avantage là-dessus à Los Angeles. Mais c'est vrai qu'il y a quand même du pass rush qui peut embêter Stafford. Il y a une attaque de Minnesota. On le sait, on l'a déjà vu, qui par séquence peut quand même aller marquer des touchdowns à tout le monde avec Jefferson. Donc, on pourrait avoir une surprise. Mais on va dire qu'au coaching, Los Angeles, pour moi, a l'avantage. Donc, je vais aller sur Los Angeles. Los Angeles pour tout le monde. Patriots, Bills, pardon, on a dit les Bills tous les deux. Jets, Jaguars, numéro 1 contre numéro 2 de la draft, quand même, Trevor Lawrence, Zach Wilson. Ouais. Probablement pas dans les conditions qu'ils espéraient à ce moment de l'année. Il n'est pas facile à pronostiquer parce que les deux sont quand même assez incroyablement nazes cette année, on va pas se mentir. Je sais pas. Et en plus, petite stat marrante, mais un truc auquel je ne m'attendais pas du tout en début de saison, c'est pour le moment, les Jets ont une meilleure attaque que celle des Jaguars et les Jaguars ont une meilleure défense que celle des Jets. Tu vois, si on m'avait dit en début de saison, j'aurais pensé l'inverse. Je me serais dit avec Trevor Lawrence, les Jaguars auraient une meilleure attaque et les Jets. Et finalement, non, les deux équipes sont meilleures dans l'autre domaine. Et puis en plus, c'est un choix de l'angoisse parce que d'un côté, tu as une équipe des Jaguars qui pense avoir un bon quarterback et qui lui donne le ballon, mais ça ne marche pas. Et tu as une équipe des Jets qui visiblement commence à se dire qu'elle a un mauvais quarterback et qui essaie de lui donner le moins le ballon possible. Donc, je sais pas c'est quoi le pire, tu vois, pas faire confiance au mec et du coup, pas lui donner de ballon ou faire confiance au mec et qu'il n'en fasse rien. En tout cas, cette année. Après, le problème, je me dis, si il lance un peu James Robinson, si il y a 2-3 passes qui connectent, ça peut faire banco et tomber Jaguars, mais dans le même temps. Mais en même temps, on l'a tellement peu vu cette saison, c'est ça. C'est ça. Et en plus, la dernière fois, j'ai été incomplet dans l'émission parce que j'ai dit que Darrell Bevell avait gagné son premier match d'intérimaire à Détroit. Et en fait, c'est bien, mais il a perdu les 4 suivants. Et donc aujourd'hui, son bilan. C'est le seul match qu'il a gagné dans sa vie en tant que coach principal, quoi. Donc, écoute, moi, je vais aller sur les Jets parce que malgré tout, ils ont une victoire de plus et j'ai l'impression qu'ils ont montré un peu plus. C'est pas montré beaucoup plus, mais. Je vais aller avec New York, mais franchement, voilà quoi. Je me dis que je vais aller sur les Jaguars pour en avoir un différent de toi cette semaine et essayer de te reprendre un point. Parce que je pense qu'on va être à peu près d'accord sur la plupart des autres. Celui-là, donc comme c'est un peu pile ou face ce genre de match, parce que tu vois, on ne pensait pas que les Texans joueraient aussi bien, par exemple, la semaine dernière. Donc, après, comme tu dis, les Jaguars, on ne l'a pas vu, quoi. Il n'y a aucun moment où on a vraiment vu. On n'a rien. Enfin, il y a le match contre Buffalo et ils l'emportent vraiment à la défense contre Buffalo. 6, quoi, c'est ça, c'est vraiment à la défense. Donc, à la limite, leur défense pourrait embêter Zach Wilson, mais bon, comme tout le monde, cela dit. Mais écoute,
Bon, je vais dire les Jaguars. Eagles Giants, saison terminée pour Daniel Jones, Mike Glennon ou Jake Fromm aux commandes. Philadelphie, on en a parlé, semble quand même beaucoup plus sûr de ce qu'ils ont, de leur jeu, de leur plan de jeu. Oui. C'est Victor nous a partagé la stat sur Slack, mais depuis la semaine 8, les Eagles sont dans le top 3 à peu près dans toutes les statistiques offensives, yards gagnés, points marqués, tout ça. Donc là, vu comment le bateau new-yorkais coule, je vois pas dans quel monde Philadelphie le perd, même si on sait NFCS, blablabla. Eagles. Je veux dire que le jugement approche pour leur coach. Ouh. Seahawks Bears, on passe à 22h, grosse défense des Bears. Donc je prenais évidemment je l'ai pas vocalisé, mais Eagles également. Seahawks Bears, grosse défense des Bears, quand même mine de rien. Hakim X, qui est peut-être un des joueurs les plus sous-cotés de la ligue, parce qu'il évolue chez des losers depuis un moment. Est-ce que ça leur donne une chance? Pourquoi pas? Sincèrement, je pense que vu la dynamique actuelle dans les deux équipes, il n'y a pas un écart énorme. Quand on voit comment l'attaque de Philly a vraiment du mal, des Eagles, je vais y arriver, de Seattle a vraiment du mal. Ça me paraît pas déconnant de voir cette défense des Bears les embêter un peu. Maintenant, comme ça reste compliqué offensivement du côté de Chicago, que ça reste Matt Nagy, je vais quand même donner l'avantage à Pete Carroll et Russell Wilson, mais donc je vais aller sur Seattle, mais bon, pas très convaincu non plus, quoi. Ouais, je pourrais croire, parce que c'est ce qu'on disait en plus avec la défense des Seahawks, elle prend beaucoup de yards, elle prend peu de points. Est-ce que Justin Fields peut profiter de ses yards pour mettre plus de points que d'autres et finalement, pas sûr qu'il y ait besoin tu vois, il n'y aura pas besoin d'en mettre 40, quoi. Non, je pense pas, non. Donc, même s'il en met 25, 20, 25. Après, il faut qu'il arrive à 20-25. Hein. Mais voilà, ça semble déjà... Actuellement, l'attaque des Bears, je ne sais pas si elle va à 20-25. Hein, c'est ça. Donc, je vais rester sur Seattle aussi pour cette raison. Chiefs, Steelers, 22h25. C'est un gros test pour l'attaque des Chiefs quand même. Ça fait 2 semaines où on se dit, bon là, ils ont l'air plus ou moins revenus. Mais les Steelers, quand même, ont une défense énormissime. Donc, grosse défense. Il va y avoir un gros duel entre TJ Watt et le left tackle Orlando Brown des Chiefs. Hein, ça peut être vraiment un duel assez décisif dans ce match. Je suis un peu embêté par le nombre de joueurs Covid qu'il y a du côté de Kansas City parce que du coup, potentiellement, c'est pas tout à fait la même équipe qui se déplace. Enfin, sur la liste, là, j'ai noté, il y a quand même Tyreek Hill, Travis Kelce, Lucas Niang, le garde titulaire. Il y a Nick Bolton, le linebacker titulaire. Il y a quand même 5-6 titulaires sur la liste. Et surtout, Hill et Kelce. Si jamais Hill et Kelce ne jouent pas face à la défense des Steelers, Mahomes, il va quand même lancer le ballon à pas grand monde. Josh Gordon, qui est toujours là. Voilà. Et Byron Pringle. Donc, je suis plus embêté là-dessus parce que sincèrement, je crois que si l'équipe est complète, je vois quand même Kansas City, grâce à son attaque, déborder Pittsburgh qui a du mal offensivement. Mais pour moi, c'est à suivre. La liste Covid est vraiment à suivre, quoi. Ouais, parce que les Steelers, sur leurs 6 derniers matchs, il n'y a que 2 fois où ils ont passé les 19 points. Ouais, c'est ça. Et même en plus, j'ai vu la stat passer. Cette saison, les Steelers sont à moins 66 en différentiel de points après la première mi-temps. Ouais, mais c'est ça. Il démarre très très lentement. Donc, par contre, autant te dire que si tu démarres aussi lentement face à Kansas City, que tu es mené 14-21-0, tu reviens jamais. Je veux dire, merci, quoi. Surtout dans l'état où ils sont. Ouais, donc je vais aller sur Kansas City, mais je conseillerais quand même aux gens de surveiller les Covid. Ouais. Kansas City aussi. On précise d'ailleurs aux auditeurs que pour les points des pronostics podcast, on s'est accordé un changement de règle cette année au sein de la rédaction. Ouais. C'est qu'on a le droit en fait de modifier nos pronostics jusqu'au jour du match. Parce que à la base, à cause du Covid, parce qu'avant on bloquait tous les pronos le jeudi. Mais là, on va pas vous cacher qu'au rythme où ça tombe avec les Covid, dimanche dernier, on s'est autorisé à en changer certains parce que sinon, c'était compliqué. Raiders Broncos. Tu vas sur les Chiefs du coup aussi? Ouais, Chiefs aussi, ouais. Okay. Raiders Broncos, match de division plutôt intéressant. Tout dépend du quarterback. J'allais dire tout dépend du quarterback des Broncos. J'avais noté ça sur ma fiche hier, mais je sais qui est le quarterback des Broncos. C'est pas Teddy Bridgewater, c'est Drew Lock. Donc là, a priori, avantage Raiders. Toi qui connais bien Drew Lock, qui est le spécialiste français de Drew Lock. Ouais, mon gars sûr. Tu veux pas créer mon gars sûr dans la nullité. Tu veux pas créer un compte Twitter Drew Lock FR?
Si jamais j'ai une période de chômage, je décide de changer de boulot, j'y réfléchirai pour Drew occuper Lock mon temps FR, libre. votre première source d'infos sur Drew Lock. Écoute, je comprends l'inquiétude autour de Drew Lock. Je la partage absolument à 100%. Malgré tout, moi, je vais quand même aller sur Denver grâce à leur défense. En fait, leur défense est vraiment très, très bonne. Il y a un Patrick Surtain, le rookie, qui a un niveau top, Ouais. top, top. Il y a Justin Simmons, le safety, tout ça. Enfin, leur défense est excellente. Et quand on voit comment galère l'attaque des Raiders, hein, la semaine dernière, ils mettent 14 points au Browns où il n'y a plus personne en face. Je me dis que là, face à une vraie défense, ils ne vont pas s'en sortir. Et je pense que Denver va pilonner au sol avec Javonte Williams, Melvin Gordon. Ah Donc, ouais, moi, je vais sur Denver. je suis en train de voir qu'en effet, les 3 derniers matchs des Raiders, c'est 16 points, 9 points, 15 points, quoi. Ouais, donc face à la défense de Denver, les Raiders ont du mal au sol en plus. Hein. Ils ont du mal à défendre la course. Javonte Williams, Gordon, ça court bien. Je me dis que tu donnes pas le ballon à Drew Lock. Tu peux y aller en mode 1935, course-défense, et puis voilà, quoi. Je vais te suivre. Mais ouais, je vais te suivre. Écoute, Raoul et Greg ont pris les Raiders. En fait, c'est à toi de voir là cette semaine. Est-ce que tu veux tenter de rattraper le point sur les Raiders ou sur les Jaguars? Ouais, je vais laisser le Jaguars, allez. Non, mais je veux pas en perdre trop sur Raoul et Greg non plus, tu vois, parce que je veux pas être présomptueux. Mais non, mais c'est des bons arguments. Après, tu vois, moi j'allais dire oui, les Raiders, ils se relèvent de temps en temps cette année, mais là, ça commence à faire 3 semaines, quoi. Franchement, quand ils se relèvent, c'est face à des mecs en fauteuil roulant, quoi. Je veux dire, c'est... Non, mais oui, non, mais beaucoup de Broncos. Allez, je tente aussi. Le match dans la nuit de dimanche à lundi à 2h20 du matin, Cowboys-Washington. C'est qui la meilleure défense? Parce qu'on attendait Washington au début de l'année. Est-ce que Dallas, c'est pas meilleur finalement? Pour moi, c'est Dallas. À l'heure actuelle, sur la dynamique, la défense de Dallas est meilleure. Hein. On est d'accord. Et ceci étant dit, du coup, ils seront favoris un peu dans tous les secteurs, de toute façon. Oui, parce que leur attaque patine, mais elle patine moins qu'une attaque menée par Darren Gilbert. Garrett Gilbert. Même si on ne sait pas, peut-être que Heineke sera de retour, je ne sais pas, mais... Moi, je propose qu'on parlait de quarterback interchangeable dans l'émission de mardi. Je propose qu'au début de l'année, on mette un chapeau avec les noms de Garrett Gilbert, Taylor Heineke, Trevor Siemian, Mike Glennon, et on tire au sort à quelles équipes on les file. Et ça change tous les ans. Ça pourrait être drôle. Et même en cours de saison, tu sais, les équipes, elles ont un changement de quarterback. Sans rien dire, tu vois. Elles ont le droit de repiocher. On échange Mike Glennon et Trevor Siemian au milieu de l'année. On met Drew Lock, il a gagné sa place aussi. Il va traîner sur un banc pendant 10 ans. Donc, bon, bref, pardon, je digresse. Donc, oui, ils sont meilleurs que, en effet, Garrett Gilbert. Parce qu'il y a toujours plein de cas de Covid au moment où on se parle. Bien sûr, Non, mais ils sont meilleurs. Enfin, les Cowboys sont déjà à 10 victoires cette saison. Enfin, je veux dire, pour moi, il n'y a pas match. Enfin... Et d'autant que moi, je pensais que les nouveaux protocoles Covid allaient nous simplifier la vie. C'est-à-dire qu'ils ont dit qu'ils ne testaient plus, grosso modo, et qu'ils allaient faire un peu aux symptômes. Et moi, je me disais, bon, bah, les mecs, ils ne vont pas rapporter qu'ils ont des symptômes, tu vois. Mais ils le font. Donc, il y a des cas de Covid partout. Qu'est-ce que c'est que ce chantier? Et du coup, avant, quand ils testaient, le protocole était assez simple. C'était 2 tests négatifs à 24 heures d'intervalle. Maintenant, en fait, il ne faut plus présenter de symptômes et faire un seul test négatif, si j'ai bien compris, quand tu es vacciné. Oui, c'est ça. Et pour les non-vaccinés, par contre, c'est toujours 2 tests négatifs. Pour les non-vaccinés, pardon. Et minimum 10 jours de quarantaine en plus. De toute façon, non, mais tu sais très bien comment c'est. Enfin, ils vont jouer avec le Covid et puis le lundi, ils seront positifs le dimanche. Ouais, mais je comprends pas trop parce que là, il y en a beaucoup qui sont tombés, donc je suis un peu perdu là-dedans. Bref, Dallas est meilleur, je pronostique Dallas. Voilà, c'est ça. Pareil. La finalité. Saints-Dolphins dans la nuit de lundi à mardi à 2h15. Celui-là, je le trouve très difficile. Ouais. Parce que la défense des Saints est excellentissime, hein, mais en attaque, waouh. Bah, c'est ça. La défense des Saints, c'est excellente. Celle de Miami est bonne. Pas excellente, mais elle est bonne aussi. Donc, face à 2 attaques qui se cherchent un peu, pas de la même manière, hein, mais qui se cherchent quand même, on pourrait avoir vraiment un match que les défenses verrouillent. Et au jeu du plus faible score, on va dire, moi, j'ai quand même envie un peu de donner l'avantage à Miami parce que malgré tout, il me semble avoir un peu plus d'armes offensivement à l'heure actuelle. Enfin,
Je suis assez d'accord. Moi, Je préfère Tagovailoa Ouais. que Hill. Oui. Il y a Waddle, il y a Parker. Alors certes, il y a Camara, il y a Alvin Kamara du côté de New Orleans, mais est-ce que ça va suffire? Non, au bout d'un moment, c'est trop. Enfin, il est trop seul. Donc, Hmm. non, moi, je suis d'avis. Tu peux pas gagner 9-0 toutes les semaines, quoi. Bah c'est ça. Moi j'ai du mal à y croire, donc je vais aller sur Miami, qui pourrait en plus sera un match à prendre importantissime dans la course au playoff. Je vais aller sur Miami. Après, je tombe pas par terre si New Orleans va quand même le chercher celui-là. Non. Mais on est d'accord que l'attaque de Ouais, Miami est un poil plus rassurante, quoi. Donc, bah c'est ça. Je les vois être capables de marquer un peu plus que 10 points, alors que New Orleans actuellement, je sais pas. Oui, ça va pas être grand spectacle, hein, si vous Non, cherchez, je pense pas. Je pense pas non plus. si vous cherchez une grosse éclate pour cette semaine, a priori, bon, celui-là, c'est pas non plus le feu d'artifice, quoi. Les codes de la semaine. Bon, j'avais bien dit qu'on prenait tous les deux Miami, hein, du coup, je crois. Donc, les codes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Raphaël, est-ce que tu as une cote qui te parle? Il y a un match qui me titille, c'est le Cardinals Colts, parce que les deux sont à 1,81, 1,86, tu vois. Donc, si tu as une vraie certitude. Ah, le Bills à 2. Ouais, le Bills, c'est ce que j'allais te dire. Le Bills à 2. Alors, c'est à New England, c'est jamais facile d'aller remporter là-bas. C'est contre Bill Belichick. Malgré tout, pour tout ce qu'on a dit et le fait qu'on les joue, on a un peu confiance sur leur victoire. Donc, moi, les Bills à 2, effectivement, c'est un peu. T'as pas souvent les Bills à 2. Donc, moi, je partirais sur Buffalo. Eh bien, écoute, en termes d'équipe qu'on va jouer, je te proposerais bien, alors c'est un peu plus osé, mais les Dolphins, ils sont à 2,24. On vient de les... Ouais, bah oui, les Dolphins, ouais. Ouais, je te rejoins aussi pour ce qu'on a dit, quoi. Enfin... Je trouve les Saints très favoris quand même, hein, chez Unibet, là. Ouais, Ils pareil. sont un peu optimistes. Et puis pour compléter le match de l'enfer, mettez pas trop d'argent sur le Jets Jaguars, à mon avis. Non, quand même, non, je pense qu'il vaut mieux pas. 1,80, 1,84, mais vraiment là, celui-là, il est raide. Les Rams sont à 1,59, les Vikings à 2,13. Les Ravens sont à 2,10 contre les Bengals. Ouais. Ouais, comme tu disais, les Colts à 1,86. Les Colts à 1,80. Ah bah oui. Oui. Troisième. Ouais. Alors, après, on peut faire plus exubérant si tu veux. Hein, mais... Non, mais on va rajouter ça pour le YOLO. Écoute, Bills, Dolphins, Colts pour les trois premiers. Colts, donc c'est 1,86 en effet contre les Cardinals avec Jonathan Taylor et leur jeu au sol, ça peut passer. Donc déjà, ces trois-là, vous pouvez évidemment les jouer à part. Et puis, en combiné, ça donne une mise de 5 € pour 41,66 € de gain potentiel. Qu'est-ce que tu avais proposé en plus exubérant? Parce que moi, j'en ai un qui me vient là. Eh ben, écoute, alors, bon, c'est très, très risqué, hein, mais je suis pas... C'est YOLO. C'est YOLO. Moi, je me dis que Détroit 2,78 face aux Falcons. Pourquoi pas? Franchement, sur les. Enfin, pourquoi pas, tu vois. Tu vois, moi, j'en avais un plus haut où on avait dit ça me choquerait pas si. C'est Bears qui tape les Seahawks. Ouais, aussi. Ouais, j'hésitais entre les deux, ouais. Donc, Lions 2,78, Bears 2,98. Après, j'irai pas très sereinement, très objectivement, mais. Là, c'est 1 €. Hein. C'est. Oui, vas-y. Ouais, non, et du coup, j'allais te dire, pour moi, après, pour le 6e, il y en a deux potentiels. Il y a les Vikings à 2,13, parce que ça reste les Vikings, il y a des armes, il y a des machins. Ouais. Ou, si Kansas City ne récupère pas tous ses joueurs, il y a quand même les Steelers à 3,62. Et par contre, je vous conseille, si vous voulez les mettre, il faut les miser maintenant, qu'il y a de l'incertitude autour de la présence des stars de Kansas City, parce que quand ils vont les annoncer, la cote va mécaniquement diminuer. Donc, Clairement, clairement. Et bah écoute, oui, 3,62 les Steelers. Si vous êtes très joueur. C'est un YOLO. Donc on va y aller sur le YOLO. Donc on a dit 2 pour les Bills, 2,24 pour les Dolphins, 1,86 pour les Colts. Et on rajoute Bears à 2,98, Lions à 2,78 et Steelers à 3,62. Là, on est sur du vrai YOLO. 5 € misés, 1,311,70 € de gain potentiel. Ah, pas mal. Là, voilà. Là, on est sur pas grande sérénitude, hein, mais. Non, là, on est sur du vrai YOLO. Mais voilà, ça fait un SMIC net, grosso modo. Ouais, pas loin. Mais dans mes souvenirs, on en a fait des plus fous que ça. Hein, donc, on en a fait des plus dingues, ouais. On a fait des plus dingues. Bon, en tout cas, voilà, c'était les cotes de la semaine avec notre partenaire Unibet. Et c'est comme ça que se termine l'épisode numéro 466 du podcast Jeune Actu. On vous remercie de nous écouter. On vous remercie de nous soutenir sur Tipeee. N'hésitez pas à rejoindre ceux qui le font déjà. Il y a toujours plein de contreparties sous verre de Noël, etc. Merci également de nous suivre sur les réseaux sociaux. Twitter @TDActu, Facebook @TDActu, Instagram @JeunActu en entier. Sur Twitch, twitch.tv/TDActu pour le fauteuil du dimanche et les lives surprises Madone de temps en temps.
on vous rappelle que toute l'actu de la NFL, c'est sur tdactu.com. Merci beaucoup, Raphaël. Merci à toi. Je cherche mon générique parce que je ne le trouve plus. Je ne sais pas où j'ai mis mon générique. Mon Dieu, où est passé mon générique? Je ne sais pas. Ah, il est là. Il est là. Bon. Donc, on se retrouve. Vous avez l'émission Draft le samedi, évidemment, avec Grégory Richard, Victor Roulier et toute la bande, Jean-Michel Bouchard, etc., etc. On les remercie. Et puis nous, on se retrouve dimanche dans le fauteuil. Ce sera donc sur la chaîne Twitch. Merci beaucoup à tous. Ciao, ciao. Analyse, fromage et jeux de mots, tout sur le foutu est en TDAQ. Le mardi, le jeudi, tailgate au risotto, les meilleures recettes en TDAQ. Fumble pour JJ Watt, Bismuth pour Marshall Lynch, Procast Global Beckham, Tom Brady quarterback, calé sur le fauteuil, option Madame Irma, à la fin on compte les points,